Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je commencerai par dire le monde change. Le monde que nous avons connu lorsque nous sommes lancés dans les affaires, et si je regarde un petit peu la composition de la salle, à quelques personnes près, beaucoup de gens sont de ma génération, et donc ont connu les belles années, les années faciles, les années où tout allait de soi, où on sortait de l'université, et on ne se posait pas la question si le chômage existait. Je ne sais même pas si on connaissait le mot. Aujourd'hui, hélas, les choses sont très différentes. Ce monde en mutation, est-ce que nous en avons pris toute la mesure? Est-ce que nous avons vraiment compris l'importance de cette révolution qu'on appelle Internet d'une certaine manière, mais je dirais de l'informatique et de l'introduction dans la vie quotidienne de nouveaux éléments dont nous ne connaissions même pas la possibilité, et nous n'avons jamais pensé que ça aurait pu exister. C'est quand même extraordinaire de voir à quelle vitesse aujourd'hui les choses s'enclenchent et où les États qui nous gouvernent ont de la peine à muter et accompagner ce changement extrêmement rapide. Je dis ça pas innocemment. Vous avez des métiers traditionnels, rien ne va changer. Quand on est médecin, quand on est pharmacien, c'est un peu plus de paperasse. Nous le savons, moi je viens d'un milieu médical par mon père et par ma mère, donc je sais à peu près de quoi il s'agit. Je vois aujourd'hui que le travail que doit faire un entrepreneur prend trop de temps. Ce travail administratif prend beaucoup trop de temps par rapport au temps qu'il devrait consacrer à faire ce qu'il a à faire et ce pourquoi il a été formé. Mais ce n'est pas seulement ça. Cette révolution qui nous encadre, elle est aussi importante que la révolution industrielle au XIXe siècle. Elle est aussi importante que ce que j'appelle le siècle du pétrole, c'est-à-dire le XXe siècle, la liberté de l'individu face à son déplacement et à sa facilité de vie. Vous voyez bien, quand vous regardez des archives de comment était la vie de nos grands-parents et ce qu'elle est aujourd'hui, la mutation qui a eu lieu en moins d'un siècle est absolument phénoménale. Mais comme chaque révolution, il y a malheureusement des laissés pour compte. Il y a malheureusement des pans de métiers qui disparaissent les uns après les autres. On l'a connu au XIXe siècle, par la première révolution industrielle. On a vu les fameux problèmes des mines de charbon en Europe qui se sont fermées, avec tous les drames sociaux que cela a entraîné. Aujourd'hui, on parle de ce chômage extrêmement violent qui existe en Europe et qui a de la peine à se résorber. Pourquoi? Parce que l'industrie a de moins en moins besoin de monde. C'est un fait absolu. Je ne vous raconte pas d'histoire quand je vous dis qu'en 1973, lorsque j'ai préparé mon mémoire d'économie, je me souviens d'avoir glissé quelque part que l'on serait bien obligé un jour de taxer les robots. En 1973, je me suis fait quasiment éjecter de l'Université de Lausanne d'avoir pu proférer une ineptie pareille comme futur économiste dans la société occidentale. Et pourtant, aujourd'hui, on est en train de se poser la question. Donc, ça veut dire que lorsque un monde change, vous avez des gens qui ont des visions avant les autres. Je ne dis pas que c'était une vision extraordinaire, mais disons qu'elle était, pour moi, une forme de réflexion que je me faisais déjà comme futur travailleur sur le marché de l'emploi, en me disant quel est l'avenir qui m'est réservé. Est-ce que je serai un employé? Est-ce que je serai un entrepreneur? Est-ce que je serai un archéologue dans les ruines à l'ombre des pyramides? Est-ce que je serai chômeur? Est-ce que je ferai de la charité? Voilà, le monde s'ouvrait. C'était formidable. On avait le droit de se poser énormément de questions. Aujourd'hui, les questions se réduisent
elles se réduisent déjà au choix des études, avec une hyper spécialisation dans le travail qu'on fait faire aux élèves dans les collèges. On est obligé d'arriver, c'est un peu dommage, mais d'arriver à déjà leur enseigner, ils doivent choisir très tôt, extrêmement tôt, la carrière qu'ils doivent faire. Donc, on voit très bien que la liberté que nous avions à notre génération, cette liberté de choisir, cette liberté de se tromper, on avait le droit de se tromper à 25 ans, à 30 ans. Moi, j'ai commencé très tard dans le monde professionnel, puisque je privilégiais davantage les études académiques, puisque je pensais faire plutôt une carrière académique, c'est-à-dire ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'archéologie, ce n'était pas du tout les affaires. Donc, je pouvais m'offrir ce luxe de faire autre chose au départ. Ensuite, la grande différence de ce monde qui a muté, c'est de pouvoir choisir des métiers très variés. On pouvait faire dans les sciences, il y avait encore beaucoup de choses à découvrir. Vous allez me dire, mais M. Grandieu, on continue à découvrir des choses tous les jours. Oui, mais dans une spécialisation de plus en plus refermée. Celui qui va faire de la physique ne fera que de la physique. Celui qui doit faire de la chimie ne fera que de la chimie. Donc, il y a une hyper professionnalisation qui s'opère, qui aussi réduit le champ visuel, je dirais, du jeune aujourd'hui qui rentre sur le marché du travail. Alors, quelle est l'expérience pour moi aujourd'hui en 2017 ? Il y a longtemps que j'aurais dû prendre ma retraite. Mais, vous savez, on ne se refait pas. Moi, j'ai un exemple quand même qui vient de mon père, qui était encore professionnel à 88 ans, et j'ai encore quelques années pour y arriver. Et on se rend compte que finalement, lorsqu'on fait ce que l'on aime, lorsque l'on est intégré dans un système, que l'on peut transmettre son savoir à d'autres personnes, que l'on peut encourager, c'est aussi quelque chose que je considère dans la vie extrêmement importante, d'arriver à enseigner et à transmettre le savoir. Aujourd'hui, j'avais la chance cet après-midi d'avoir ici à peu près une centaine d'élèves de 16-17 ans, je suppose, puisqu'ils préparent leur maturité. Et quel message d'espoir leur donner face à toutes les questions qui se posent et quelles sont les possibilités que la vie va leur offrir pour s'intégrer dans ce monde en pleine mutation. Encore, nous, ici en Suisse, nous avons beaucoup de chance. Nous avons un système, je dirais, assez équilibré, qui nous permet de s'y retrouver dans notre fatras, je dirais, administratif, avec plus ou moins de bonheur. Mais je regarde certains pays qui nous entourent, et vous vous souvenez, pour ceux qui avaient l'âge de voter, lorsque nous avons décidé qu'on ne rentrerait pas dans l'Europe, on s'est fait insulter dans le monde entier. Nous étions des égoïstes, des empêcheurs de tourner en rond. Je ne vous demande pas si vous avez voté pour ou contre, mais rappelez-vous de ce moment-là. Regardez aujourd'hui, nous sommes les héros de la fête. Nous ne le savions pas à ce moment-là, nous le savons aujourd'hui. Donc, vous voyez, les erreurs qu'on aurait pu faire à un moment donné de l'histoire auraient fait de nous un élément accroché à d'autres éléments sans que nous ayons notre destin entre nos mains. Or, ce qui fait notre force, ce qui fait la force de ce pays et qui permet cette mutation, c'est à la fois notre autonomie, mais c'est aussi la qualité de nos universités. Nos écoles polytechniques sont à la pointe de la recherche. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que la Suisse a gardé une place extrêmement importante dans le monde de l'industrie et dans le monde de la recherche grâce à ces écoles polytechniques. Je travaille avec l'école polytechnique, comme vous le savez, à travers l'art, puisque nous avons un laboratoire là-bas qui travaille sur les nouvelles technologies que l'on va adapter au musée. Donc vous voyez que cette mutation se fait à tous les niveaux de la société. Et je travaille avec des laboratoires où il y a des jeunes gens et des jeunes filles qui ont entre 23 et 25 ans. Et croyez-moi, ils sont au fait de ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire, je ne dirais pas que nous sommes un mini... comment s'appelle cette région aux États-Unis? Aidez-moi. Silicon Valley, merci. Mais
je vous assure que l'état d'esprit qui règne et l'état d'esprit d'entrepreneur qui règne est absolument extraordinaire. Et je pense que nous allons fabriquer davantage d'entrepreneurs par le fait qu'aujourd'hui, l'industrie de demain, c'est-à-dire celle qui s'appuie sur les technologies d'Internet et de tout ce qui est big data, etc., va créer des pôles d'excellence et qui oblige à des cerveaux de se mettre ensemble pour travailler autour d'un projet et le développer. Et donc, ça ne se fait pas nécessairement à l'intérieur d'une entreprise. Moi, je vois ces jeunes gens qui ont 24, 25 ans, qui travaillent dans un laboratoire et qui vont déjà chercher leurs capitaux sur le marché. C'est absolument extraordinaire. Qui ont enregistré leur société, ils sont 3, ils sont 4, ils créent toute la journée, ils travaillent. Je vous donne le cas d'un laboratoire que j'aime beaucoup, qui s'appelle Artmin, pour ne pas le nommer, qui a mis au point un système de visualisation des œuvres d'art en 3D, qui permet, par exemple, pour un restaurateur ou pour la recherche sur un tableau, de savoir s'il est vrai ou s'il est faux, parce que vous le basculez, vous le regardez et vous entrez à l'intérieur de chaque sillon de peinture. C'est absolument inimaginable ce qu'ils sont en train de faire. Et ça va si loin qu'aujourd'hui, les maisons de vente sont déjà en train de s'intéresser à cette start-up pour faire leur catalogue à partir de cette technologie. Donc vous voyez, ce sont des tout jeunes gens. Donc il n'y a pas de fin au génie humain. Il n'y a pas de fin au développement de la recherche et surtout de l'indépendance de l'individu. Je dirais que notre société nous permet, je parle toujours de la Suisse, je ne parle pas de nos voisins, où c'est beaucoup plus compliqué. Hein, surtout nos voisins, si vous regardez la Méditerranée, de droite. Où c'est un peu plus compliqué. Mais ici, nous avons cette chance à la fois d'avoir le savoir et une très grande forme de liberté qui nous permet de nous développer dans un cadre juridique, dans un cadre administratif acceptable. Donc, j'ai beaucoup de peine à critiquer, si vous voulez, parce que je suis obligé de me pencher sur ce que je vois autour de moi. Et lorsqu'on a 1 et que les autres ont 0, on se raccroche à son 1. Donc, on ne va sûrement pas le critiquer. Il y a toujours mieux à faire, c'est clair. Mais je pense que l'industriel aujourd'hui en Suisse, où l'entrepreneur a un domaine de développement qui est extrêmement favorable. Autant aujourd'hui qu'il n'était hier. Je pense qu'il peut évoluer. Il évoluera peut-être moins dans la grande industrie, comme les grands Hoffmann ou les Sandoz qui ont fait cette merveilleuse aventure de l'industrie pharmaceutique suisse. Les grands bâtisseurs à Zurich, à Winterthur, qui ont fait les grandes entreprises métallurgiques. Donc, vous voyez, nous avons su faire ces mutations. C'est pour ça que je ne suis pas du tout pessimiste sur l'avenir de l'entrepreneuriat en Suisse, parce que nous avons su l'accompagner. C'est un pays qui a su toujours être à la pointe de ce qui allait se faire et de le faire en excellence. Et il faut absolument que nous maintenons ce cadre juridique, cet équilibre qui existe pour permettre justement le développement et éviter ce fatras administratif qui vient chaque fois en couches successives empêcher d'avancer parce qu'il faut faire plaisir aux uns, il faut faire plaisir aux autres. Non. À un moment donné, il faut accepter qu'on doit laisser aussi l'entrepreneur se développer et l'accompagner. Je vois d'ailleurs qu'il y a des réflexions qui se font de plus en plus au niveau du Parlement sur justement les technologies modernes, les technologies de demain, comment le droit va s'adapter. Nous voyons très bien à quel point le Parlement a de la peine à suivre juridiquement ce qui se passe. Et il faut encadrer, malheureusement. Nous sommes bien obligés d'encadrer. On voit très bien combien de nouvelles lois il a fallu créer sur les impôts, par exemple, pour arriver quand même à taxer les sociétés qui travaillent à travers Internet et qui vendent d'un pays à un autre pays. La révolution, elle est en marche. Cette révolution, vous ne l'arrêterez pas. Il n'y a rien à faire. La mutation
je vous le donne, je l'ai dit il y a 10 ans, je le répète aujourd'hui, parce que j'ai été un tout petit peu trop en avance, j'ai dit les centres-villes ne ressembleront à rien de ce que nous connaissons d'ici la fin de ce siècle. Absolument rien. Vous aurez des restaurants, vous aurez des restaurants, et vous aurez des restaurants. Et puis vous aurez du luxe et du luxe. Le petit commerce est fini. C'est terminé. C'est une question de temps. J'ai posé la question un jour à un architecte. Je lui ai dit, est-ce que vous avez pensé dans vos nouvelles bâtisses de mettre des bâtiments à l'entrée, enfin des petites maisonnettes réfrigérées, puisque demain, on n'ira plus acheter des légumes, on n'ira plus acheter des fruits, on vous les livrera. Donc il faudra les entreposer quelque part. Pendant que vous êtes au travail, il faudra que quelqu'un puisse accéder à votre petit frigo qui se trouve à l'extérieur de votre maison pour entreposer vos biens, ce que vous avez acheté, que vous irez chercher le soir en rentrant chez vous. Et ça, c'est inéluctable aussi. C'est aussi une révolution. La liberté du temps, c'est aussi quelque chose qui va s'accentuer dans les années qui viennent. Nous aurons de plus en plus de temps pour faire des choses différentes. Même l'entrepreneur qui a 10 employés, 15 employés, 100 employés, ou dans mon cas 3400, nous sommes bien obligés de trouver le temps pour se reposer. Bien obligés, là, ça ira presque de soi. Combien d'entre nous lisons encore le journal tous les matins sans jouer avec ça? Que les coupables lèvent le doigt. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, il y en a même zéro. Donc ça prouve bien que vous avez créé déjà, vous, une mutation dans vos habitudes d'apprendre ce qui se passe dans le monde, et vous le vivez comme moi, à chaque seconde, chaque minute, en regardant votre appareil. Donc nous sommes dans cette fameuse révolution extraordinaire. Les matières premières. Moi, je viens du monde des matières premières. Lorsque j'ai commencé ma carrière, nous étions dans une, je dirais, dans une espèce de vide assez agréable. C'est-à-dire que les régulations étaient assez floues, donc il y avait moyen de bien gagner sa vie. Je ne dis pas qu'aujourd'hui on ne la gagne pas, on la gagne différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que moi je sais, il y a des centaines de personnes qui le savent. Quand moi je savais certaines choses sur l'Afrique dans les années 70-80, nous étions très peu. Je ne vous dirai pas que les nouvelles allaient avec le tam-tam, mais on n'était pas loin. Il fallait quelquefois une demi-heure à tourner le cadran, puisque ces jeunes gens ne savent sûrement pas ce que c'est que de tourner un cadran de téléphone, mais vous vous souvenez, il fallait faire le numéro, puis quand ça revenait, puis on se disait, pourvu que ça ait pris. Alors, essayez d'imaginer, quand on appelait depuis Abidjan ou on appelait depuis N'Djamena, quelquefois, il fallait une demi-heure pour avoir sa ligne. Et donc, ça nous donnait un avantage extraordinaire dans nos affaires. Ça nous permettait d'avancer nos affaires avant que tout le monde ne sache ce que nous allions faire. Aujourd'hui, c'est à la seconde. À la seconde, nous connaissons tous le même prix, à quel prix tel pays va acheter ou va vendre, qu'est-ce qu'il va vendre, qu'est-ce qu'il va acheter. Mais, encore une fois, ce sont des métiers qui vont disparaître parce qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Et puis, vous avez une mutation aussi, nous avons parlé de l'Europe, mais parlons de ce continent africain que je connais bien. Là aussi, vous avez des mutations énormes. Vous avez une classe moyenne qui est en train de se créer dans beaucoup de pays de la côte ouest africaine en particulier, et aussi au Kenya et en Tanzanie, qui s'adaptent très rapidement à l'informatique, mais très très rapidement. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent du livre de Jean-Jacques Servan-Schreiber qui parlait justement l'informatique sera l'outil de travail de l'Afrique et pourra rattraper les 50 ans qui lui manquent pour être au même niveau que l'Europe grâce à l'informatique. On le voit très bien. Moi, en 40 ans de travail sur l'Afrique, je vois la différence aujourd'hui de ce que c'était il y a ces 40 ans. C'est extraordinaire de voir à quel point la mutation se fait. Et donc,
Si mutation se fait dans les esprits, la mutation va se faire sur le terrain. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par un monsieur Gandur à Genève pour aller avoir des ingénieurs pour faire du forage pétrolier, ben, il y aura des entrepreneurs africains qui auront leur propre foreur. Ils n'auront plus besoin de nous. Donc il y a un certain nombre de métiers qui ne vont pas disparaître, si vous voulez, du point de vue métier, mais qui vont disparaître comme une sorte de caisse de profit qui, elle, va disparaître. Alors, c'est pas plus mal. Je veux dire, c'est un transfert, ce qu'on a toujours appelé ces fameux transferts nord-sud que nous cherchons à créer par ces échanges entre les pays. Donc voilà, en gros, moi je suis très optimiste. Je suis très optimiste pour la nouvelle génération. C'est pas toujours facile, loin de là, mais il y a des perspectives quand même extraordinaires, intéressantes, qui, si nous savons garder ce côté entrepreneurial de nos universités, de leur donner la niaque, la volonté de réussir, de ne pas les encombrer d'une administration tentaculaire et qui leur laisse cet espace de liberté dont nous avons besoin pour grandir, surtout lorsqu'on est entrepreneur, et j'en ai repéré 2 ou 3 que je connais dans la salle, ils comprendront ce que je veux dire quand nous devons passer plus de temps à nous expliquer avec un auditeur à la fin de l'année sur pourquoi on a mis des provisions, pourquoi on n'a pas mis des provisions, etc. À ce moment-là, c'est clair que nous pourrons consacrer plus de temps aussi à d'autres domaines. Et comme vous savez, moi, mon autre domaine, c'est l'art. Mais ce n'était pas le sujet du soir. Malheureusement, j'aurais bien voulu vous parler d'art. Donc, je préfère vous laisser la parole. Vous avez donné un schéma. Peut-être que vous ne partagez pas. Je pense que vous ne partagez pas tous mon idée. Donc, ce sera intéressant de débattre. Merci.